Rome, 1997, jour de fête nationale. Toutes les provinces, même les plus éloignées, ont envoyé une délégation dans la ville éternelle. Aujourd'hui, l'Empire romain célèbre ses 2750 ans d'existence. De nos jours, le Sénat impérial gouverne plus d'1 milliard de citoyens et la première puissance mondiale n'a jamais eu autant d'influence sur toute la planète. Grâce à l'Empire romain, l'humanité connaît une période de paix sans précédent. La civilisation a fait des progrès spectaculaires dans tous les domaines. Notre monde ne suffit même plus à ses ambitions. Après la Lune, la colonisation de Mars a commencé. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. Il y a 1500 ans, un petit grain de sable va provoquer une suite d'événements qui va mener à la fin de l'Empire romain. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante. Du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres, aux grandes guerres les plus effroyables. De la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. « 9 août 378, bataille d'Andrinople. L'armée romaine vient d'être anéantie. Quelques années plus tard, dépourvue de défense, Rome est mise à sac. La cité était restée inviolée depuis 800 ans. 4 septembre 476, le dernier empereur romain d'Occident est renversé. L'Empire romain n'existe plus. Ces 3 événements, pourtant répartis sur un siècle, sont intimement liés et vont mener à la chute de l'Empire romain d'Occident. Voyons pourquoi. Aujourd'hui, la Méditerranée est divisée et souvent le théâtre de conflits. Mais sous l'Empire romain, elle formait un État unique. Plus de 40 pays actuels en faisaient partie. Pas seulement l'Italie, la France ou l'Espagne, mais aussi l'Égypte, le Kosovo, Israël et même une partie de l'Irak. Monnaie unique, même loi, un seul dirigeant. Pour la première et dernière fois de son histoire, la Méditerranée est en paix. C'est l'époque des aqueducs, des empereurs et des légionnaires. L'Empire est immense, et gérer seul un ensemble aussi vaste était presque impossible. Si aujourd'hui le survoler en avion prend quelques heures, le traverser à cheval pouvait prendre des mois. C'est pour ça qu'il a été partagé en 2. À l'est, l'Empire d'Orient. À l'ouest, l'Empire d'Occident. Un territoire, 2 trônes et 2 empereurs qui travaillent ensemble au bien-être de l'Empire. À l'époque qui nous intéresse, en 375 après Jésus-Christ, il se trouve qu'ils sont aussi frères. Valentinien, l'aîné, excellent général, gère l'Occident d'une main de fer. Plus discret, son frère Valens a du mal à imposer son autorité sur la partie orientale. Par son charisme, Valentinien domine son petit frère Valens. Cette différence de personnalité entre les 2 frères va se révéler cruciale pour la suite des événements. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements, les modifier pour réécrire l'histoire à l'infini. Par exemple, imaginons que nous puissions recréer l'Empire romain de nos jours, où la Palestine et Israël seraient réunis en un seul pays. La France et l'Allemagne. Une sorte d'États-Unis de la Méditerranée. De Londres à Jérusalem, ces citoyens parleraient tous la même langue, voyageraient sans passeport et obéiraient à un seul code de loi.
toutes les religions seraient tolérées à condition qu'elles ne perturbent pas l'ordre civil. Cette fédération détiendrait de vastes réserves d'hydrocarbures et ses armées rivaliseraient avec celles des États-Unis ou de la Chine. Ce pays serait l'héritier des inventeurs de la démocratie, des droits de l'homme, de la philosophie et des Lumières, serait la nation de l'algèbre, du système métrique, de la médecine, de la physique et de l'astronomie. À la vue des conflits actuels, tout cela peut sembler impossible. Mais la vérité, c'est que ces tensions existaient déjà à l'époque romaine. Continuons. L'Empire est riche et, au-delà de ses frontières, les peuples barbares guettent la moindre occasion de participer au festin. Pour un Romain, le mot barbare désigne toute personne vivant au-delà de ses frontières. Un barbare, c'est un étranger non romanisé. Au nord et à l'est de l'Empire, les frontières sont sous pression constante. Pour se défendre, les empereurs successifs ont mis au point un système ingénieux et économe en soldats. En s'appuyant sur les obstacles naturels, comme les fleuves ou les montagnes, les Romains ont fortifié leurs frontières et organisé leurs troupes en force mobile. Ces travaux, parfois pharaoniques, sont encore visibles aujourd'hui comme le mur d'Adrien en Angleterre. À titre de comparaison, les forces impériales comptent sensiblement le même nombre de soldats que l'armée française actuelle, mais protègent un territoire bien plus grand. Ce système est d'une redoutable efficacité. Empereur dynamique, Valentinien passe le plus clair de son temps à restaurer les fortifications de l'Empire, et il le fait bien. Il restaure la discipline d'une main de fer, renforce les murailles et punit sans pitié les barbares osant le défier. À la fois craint et respecté de ses ennemis, il est l'homme fort dont Rome a besoin. Mais c'est alors qu'il reçoit une délégation de barbares venus négocier une trêve que va se jouer le sort de l'Empire. L'empereur écoute les chefs barbares, mais l'audience se passe mal. Valentinien s'emporte, rentre dans une colère noire, insulte les chefs barbares et soudain, au plein milieu d'une phrase, l'empereur s'effondre, terrassé par une hémorragie cérébrale. Valentinien Ier, défenseur de Rome, meurt dans la nuit. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire, où le monde bascule d'un côté ou de l'autre. Valentinien Ier, défenseur de Rome, vient de mourir. Trajan, Caligula, Néron, Commode. L'histoire romaine s'est écrite dans le sang de ses empereurs. À une époque dangereuse, où la menace d'une invasion barbare est permanente, la disparition d'un empereur capable est grave pour l'Empire. Son frère, Valens, est loin de posséder les mêmes capacités militaires. Son fils, Gratien, est encore jeune. La mort de Valentinien laisse l'Empire sans véritable chef. Quelquefois dans l'histoire de l'humanité, il est arrivé que les décisions d'un seul homme bouleversent des millions de vies. En 1942, Hitler domine l'Europe. Un seul homme a le courage et les moyens de l'affronter. Winston Churchill, Premier ministre anglais, refuse catégoriquement la paix que lui proposent les nazis. Durant toute la guerre, il sera un rempart inébranlable. Sans lui, pas de débarquement en Normandie, pas de libération de Paris et probablement une victoire allemande. Reprenons notre histoire. Depuis des millénaires, on se demande ce qu'est la vie. Valentinien mort, il incombera à son fils Gratien, jeune adulte, mais surtout à son frère,
politiquement faible et général médiocre, de faire face aux ennuis qui arrivent. Et les ennuis, ce sont les Huns. Nomades d'Asie centrale, ils vivent et combattent à cheval. Excellents archers, leurs ennemis meurent avant d'avoir pu combattre. Vivant exclusivement de l'élevage et de la chasse, ils ont besoin de grands espaces vierges. Ils ne veulent pas conquérir le monde, ils veulent le transformer en terrain de chasse. Sur leur chemin, ils tombent sur des Goths, peuple barbare germanique. À cette époque, les Goths forment un grand royaume. Au contact de leur puissant voisin, l'Empire romain, ils ont développé leur commerce et leur art de la guerre. L'efficacité de leurs guerriers est bien connue des Romains qui les recrutent souvent comme mercenaires. Mais personne ne résiste aux cavaliers des steppes. Redoutables au corps à corps, les Goths ne sont pas du tout préparés à la guerre à distance que leur livrent les Huns. Criblés de flèches, les guerriers Goths sont décimés. Les royaumes Goths résistent un temps, mais le peuple entier doit finalement choisir, fuir ou devenir esclave. Chassés vers le sud, ils finissent par arriver aux frontières de l'Empire romain. Coincés entre le marteau et l'enclume, ils demandent l'asile politique à Rome qui accepte. L'Empire est en manque de main-d'œuvre et ces réfugiés sont vus comme une aubaine par les autorités. Commence alors une incroyable opération humanitaire. Par tribus entières, des dizaines de milliers de Goths traversent le Danube sur des radeaux de fortune. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Les Goths ont alors un seul espoir, être intégrés à l'Empire et vivre en paix. L'histoire va en décider autrement. Des officiers romains corrompus ignorent les ordres de l'empereur et parquent les Goths dans des camps de réfugiés pour mieux les rançonner. De l'or contre de la nourriture. Des historiens romains rapportent des scènes terribles. Affamés et ruinés, des parents sont contraints de vendre un de leurs enfants comme esclave pour pouvoir nourrir les autres. Les Goths aux abois finissent par se servir tout seuls. Ils massacrent les garnisons romaines et franchissent le point de non-retour. L'émeute se transforme en révolte, la révolte en invasion. Gouverner, c'est choisir. Que se serait-il passé si Valens avait refusé l'accès à l'Empire? S'il avait demandé à ses troupes d'empêcher les barbares de traverser le Danube? Pour les Goths, entassés par dizaines de milliers sur les rives du fleuve, le questionnement aurait été de courte durée. Ils auraient certainement été massacrés jusqu'au dernier, ou, pour les plus chanceux, réduits en esclavage. Les Huns n'étaient pas les plus cléments avec les vaincus. L'histoire des Goths aurait pu s'arrêter là, et le monde n'aurait gardé d'eux qu'une vague trace dans les méandres de l'histoire. Plus de royaume ostrogoth en Italie, plus de royaume wisigoth à Toulouse. Pour les Romains, ce drame serait passé inaperçu. L'Empire aurait continué sa vie normale. Pour un temps, du moins. Les Goths n'étaient que l'avant-garde d'une formidable migration de peuples qui va déferler sur l'Empire. En décembre 406, les Vandales traversent le Rhin, suivis des Francs et des Burgondes. C'est la période connue sous le nom des invasions barbares. L'Empire en sera bouleversé. L'Europe d'aujourd'hui est profondément marquée par cette fusion. Ainsi, les Burgondes créeront la Bourgogne. Les Francs et les Alamans, deux peuples germaniques cousins, seront respectivement à l'origine de la France et de l'Allemagne. Les Angles et les Saxons traverseront la mer du Nord pour devenir les Anglo-Saxons, faisant fuir devant eux les Bretons qui trouveront pour terre d'asile la Bretagne. Reprenons notre histoire. Les Goths ravagent le nord de l'Empire. Valens, le frère empereur, se décide à agir. Il rappelle ses vétérans, rassemble toutes les troupes disponibles et part restaurer l'autorité impériale. Mais ils sont trop nombreux. Gratien rassemble lui aussi son armée et part aider son oncle. Mais arrivé le premier au point de rendez-vous, Valens rumine.
longtemps dans l'ombre de son puissant frère aîné. Il a besoin d'une victoire militaire pour redorer son image. Valentinien encore vivant, Valens aurait patiemment attendu les renforts et la victoire aurait été certaine. Mais il a beaucoup de mal à accepter l'aide d'un enfant, fût-il empereur. Contre l'avis de ses généraux, la bataille est engagée et elle vise, ni plus ni moins, l'extermination des Goths. L'armée romaine, c'est 15 000 vétérans aguerris, bien équipés et disciplinés, prêts à défendre l'Empire au péril de leur vie. En face, les guerriers Goths sont innombrables. Ils ont tout perdu et se battent pour leur vie et celle de leur famille. Sous un soleil de plomb, les deux armées s'observent depuis des heures. Au lieu d'attaquer tout de suite et d'en finir, Valens commet une erreur. Il hésite. Au combat, la moindre hésitation peut être fatale. Mais Valens est un politique, pas un soldat. Et il semble ignorer une chose essentielle. Laisser son armée en plein soleil, sans eau et le ventre vide, c'est quelque chose que l'on évite de faire. Les Romains en ont assez, ils ont soif. Et subissent les provocations des barbares depuis le début de l'après-midi. La discipline se relâche. Tout à coup, sans en avoir reçu l'ordre, la cavalerie légère romaine, excédée par l'attente, lance l'attaque. Valens, au pire des moments, vient de perdre le contrôle de son armée. Laissant leur famille dans leur camp fortifié, les Goths se ruent à l'assaut. Professionnels du combat, les légions romaines retrouvent leur cohésion et encaissent le choc. « 5000 cavaliers barbares, ou bas-mots, arrivent alors par surprise sur les hauteurs du champ de bataille. Les Romains ne les ont pas vus venir. La cavalerie est une arme de choc, alliant la masse à la vitesse. 600 kilos, lancés à 30 km/h, concentrés au bout d'une lance. Ce qui arrive sur l'armée romaine, c'est un tsunami de 3000 tonnes de chair et d'acier. En temps normal, une troupe de fantassins a ses chances contre une telle attaque. À l'aide de piques, de lances, en formant un mur de boucliers, elle peut briser la charge et repousser l'adversaire. Encore faut-il y faire face. L'armée romaine, en plein combat, est désorganisée. Ses soldats combattent déjà au corps à corps. En dévalant la pente, la cavalerie gothique attaque le flanc non protégé des légions. Contre toute attente, les légions encaissent le choc. Malgré les pertes, les défenseurs de l'Empire serrent les rangs. La charge est brisée. Cependant, la cavalerie gothique se regroupe déjà. Les légions endurent une seconde charge, puis une troisième. Dans cette masse compacte, toutes les flèches touchent leur cible. En fin de journée, leurs lances brisées, leurs boucliers criblés de flèches, les légionnaires sont au bord de la rupture. Encerclés, au bout de leur force, ils voient l'ennemi se préparer à une ultime attaque. Les rangs impériaux s'effondrent. C'est un massacre. Il y a un temps pour douter et un autre pour agir. Si accepter les Goths dans l'Empire n'était pas une erreur en soi, et était même un choix stratégique et économique tout à fait défendable, l'attitude de Valens dans les mois qui vont suivre l'invasion gothique va être catastrophique pour l'Empire. Dans un premier temps, il commence par sous-estimer la gravité de la situation. Laisse les Goths se renforcer en envoyant des forces insuffisantes, puis décide d'attaquer sans avoir reçu les renforts de l'Occident. Militairement, les Romains ont toujours dominé le champ de bataille. Mais les légions, à force de recruter chez les barbares, ont perdu en cohésion. Et les Goths, au contact des Romains, ont appris leur tactique. On est loin du rapport de force que César a rencontré en Gaule. Si Valentinien n'était pas mort quelques années auparavant, Valens aurait très certainement attendu son frère aîné. L'armée d'Occident étant traditionnellement plus puissante que l'orientale, la réunion des deux aurait créé un tel avantage tactique
que la victoire aurait été à la portée de n'importe quel général, même de Valens. Les Goths auraient été massacrés et tout serait rentré dans l'ordre. L'Empire en serait même sorti renforcé et son image d'invincibilité serait restée intacte. Seule la nuit mettra fin au massacre. Les 2/3 de l'élite des armées romaines resteront sur le champ de bataille. Les armures se remplaceront plus facilement que les vétérans. La puissance romaine s'effondre avec son armée. L'empereur Valens lui-même disparaîtra dans la nuit. La légende veut qu'il ait été brûlé vif dans une ferme où il avait trouvé refuge. Les Romains se sont dit qu'ils avaient déjà connu pire et qu'ils y avaient survécu. Mais cette fois, Rome se retrouvait avec un peuple entier sur ses terres. Ne voulant pas risquer un second désastre, Gratien fit demi-tour avec ses troupes et repartit protéger l'Occident. Son oncle mort, il dut choisir un remplaçant à la tête de l'Empire d'Orient. Tout juste arrivé au pouvoir, le nouvel empereur reçut la lourde responsabilité de devoir négocier avec les Goths. Et le marché fut simple. La tranquillité contre de l'or. On essaya tout pour éloigner les Goths. Promesses de terre, de titres, de royaumes. Et par une ironie de l'histoire, de tractation en tractation, les Goths se déplacèrent lentement de l'est à l'ouest, ce qui les mena droit sur Rome. Le sac de Rome par les Goths en 410 n'est pas la seule cause de la lente agonie de l'Empire. Mais elle est un signe fort pour tous ses prédateurs. L'armée romaine n'est plus invincible. Attaqué de toutes parts, rongé par les intrigues politiques, l'Empire romain d'Occident perdra ses provinces les unes après les autres et finira par disparaître. La fin de l'Empire marque le début d'une nouvelle ère de notre histoire, le Moyen Âge. L'Empire d'Orient, lui, survivra pendant plus de 1000 ans sous le nom d'Empire byzantin. Mais ceci est une autre histoire. L'Empire aurait-il pu survivre? Quelles sont les causes de sa disparition? Quel événement déterminant a accéléré sa chute? Comment un empire de cette importance a-t-il pu disparaître? Beaucoup de facteurs entrent en jeu. Les intrigues politiques, les défaites militaires, les facteurs climatiques qui entraînent les grandes invasions, la perte du sentiment de citoyenneté, le recul de la virtus romaine. Mais l'Empire avait déjà connu des moments graves. Quelques siècles plus tôt, les légions romaines ont été anéanties lors d'une grande bataille par Hannibal, général de Carthage. Les deux superpuissances de l'époque se menaient une guerre terrible, une guerre pour le contrôle de la Méditerranée. Pour en finir avec l'ennemi juré, Hannibal, à la tête de son armée, traversa les Alpes et attaqua les légions par surprise. Ce fut un massacre. Hannibal était aux portes de Rome. Mais cette fois-ci, Rome se relèvera et finira par gagner la guerre. La fin de Rome a été rude. Le chaos qui a suivi a été traumatisant pour beaucoup de gens. La démographie a régressé partout en Méditerranée. Les villes ont démoli leurs théâtres pour construire des remparts. La Pax Romana
n'était plus qu'un lointain souvenir. Mais une fois l'orage passé, le calme est revenu. Lentement au début, il y a eu des siècles difficiles. Mais le Moyen-Âge a été l'heure du renouveau, l'ère de la construction des cathédrales. Les envahisseurs barbares ont certes détruit l'empire existant, mais ils ont aussi apporté du sang neuf. En s'installant dans l'empire, ils ont fusionné avec lui. Comme après un feu de forêt, la civilisation a repris le dessus et est repartie de plus belle.